partie du coup où là on va essayer de un peu plus reprendre ta vie d'entrepreneuse, comprendre peut-être un peu plus ton projet pour que les gens sachent qu'est-ce que c'est, etc. Donc c'est parti pour cette deuxième partie. Donc là c'est un peu la même question que la première, où tout a commencé, donc plutôt où tu es né, voilà, pour reprendre depuis le début. Moi j'ai commencé. Voilà, exactement. Alors moi je suis née à Toulon, et le 4 février 1998. Et après ça, j'ai vécu, après on est parti, on a déménagé, j'ai vécu aussi à Paris, j'ai vécu à Lyon, et je suis revenue quand j'avais 9 ans, 8 ans ou 9 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Et depuis, j'habite à La Seyne-sur-Mer. Voilà. C'est ça la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Quel genre d'enfance tu as eu? Est-ce que c'était... voilà, tu nous as dit que tu avais des parents un petit peu entrepreneurs. Voilà, quel genre d'enfance Eh ben, j'ai eu une belle enfance. Nous, on est 4 frères et sœurs, donc c'était très joyeux. Beaucoup de bruit tout le temps, beaucoup de monde. Voilà, on a toujours fait la fête. Et ma mère est devenue entrepreneur après par la suite. Et mon grand-père était entrepreneur avant elle, donc... il faisait quoi Il avait plein de choses. Il a vendu... Alors, je vais dire peut-être des bêtises, j'espère qu'il verra pas la vidéo parce que... La honte. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On lui fait coucou. Il vendait des petites pièces, c'est ça ou des petits... J'ai pas trop d'exemples. Mais des petits objets, très jolis, dans une matière qu'aujourd'hui on n'achète plus du tout. Et il faisait les marchés, il vendait des trucs comme ça. Après il a vendu des meubles, un peu de déco, mais c'est pas des meubles Ikea comme nous, on achète vraiment des meubles un peu stylés à l'époque. Et voilà, et après il était directeur de travaux, un truc comme ça. Il construisait des maisons et des appartements et tout ça, et il faisait tous les chantiers. Voilà. Il a fait plein de chef de projet digital. Un peu de trucs comme ça. Et après, je crois qu'il a fait du dessin technique aussi pour les maisons et les appartements et tout ça. Il a fait plein de trucs, quoi. Multitâche. Ouais, multitâche. Désolé, bébé. Je pas trop bien retranscrire tout ça. Mais... Et voilà. Ta maman, du coup, pareil. Et ma maman, elle a travaillé dans la banque pendant 25 ans, 30 ans, directrice d'agence. Et après, elle a monté sa boîte où elle faisait du coaching et de l'accompagnement pour les chefs d'entreprise. Ensuite, elle a monté notre entreprise avec des associés pour faire de la formation. Voilà. Toujours dans ce... Toujours un peu dans cet esprit-là. Entre-temps, elle a ouvert un magasin de fruits de mer aussi. Donc ça n'a rien à voir, c'était mon plaisir. C'est ça. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc mon enfance, c'était plutôt joyeux, festif et plein de coquillages, en gros. Ouais. Pareil, en termes d'école, qu'est-ce que tu as fait déjà comme parcours standard J'ai fait un parcours assez standard. J'ai fait le brevet des collèges, le lycée, j'ai fait un bac L-Art. Et après, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué et un BTS design produit. Ouais. Et je me suis arrêtée là. D'ailleurs, c'est le dernier qu'on voit, le seul même, parce que du coup, j'adore regarder le LinkedIn des gens pour préparer, etc. Et on voit, design, produit, et c'est tout. Et c'est tout, parce qu'en fait, le BTS m'a mené sur le jeu. Ouais. C'était mon projet de fin d'études. Et du coup, suite à mon BTS, je me suis lancée directement dans l'aventure du jeu. Trop bien. D'où mon arrêt des études. Oui, c'était au final... Je sais pas si c'était la bonne solution, mais j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup plus en 5 ans en faisant ça que si j'avais continué. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'être au bon endroit. Donc, trop bien. Et puis en plus, si ça marche, entre guillemets, le temps te dit que ça a marché. C'est ça. Donc c'est plutôt positif. Trop bien. Est-ce que du coup, pendant tes études, tu as lancé un petit business, un petit truc Pendant mes études, je faisais déjà quelques trucs à côté, oui. Alors, pas vraiment, j'ai rien inventé, rien créé, mais je faisais déjà un petit peu des trucs à droite à gauche. J'ai vendu des produits de beauté, j'ai été apporteuse d'affaires, j'ai vendu des coquillages aussi, du coup. Voilà. Donc, après, j'ai fait pas mal de services aussi, parce que j'aimais bien la restauration. Et c'était déjà pas mal. C'était des belles expériences. En fait, j'en ai plein qui, pendant leurs études, n'avaient pas eu ce petit truc même de rien que travailler à côté. Ils ne le faisaient pas, quoi. Mais je trouve que, moi en tout cas, personnellement, parce que ça m'a énormément apporté, déjà, c'est vrai que ça t'apprend vachement en maturité, je trouve, d'être confronté au monde du travail, mais surtout, ça m'a montré à quel point j'avais pas envie d'être salarié, et j'avais envie d'être à mon compte, encore plus. Voilà. Donc,
c'était quand même une belle expérience. Donc le BTS produit, tu as juste fait trouver le produit. C'est ça, en fait. C'est ça, ouais. Ça m'a fait trouver le produit. J'avais jamais pensé comme ça, mais c'est ça. Prochaine question. Avec combien d'argent tu as créé du coup ta société? Alors quand j'ai commencé au tout début, j'avais 15 000 € sur le compte. Et tout est parti dans le jeu. Et après, déjà, merci. Et donc ça c'était pour la recherche et développement. Donc on a passé quelques années. Enfin, il y a eu le Covid au milieu, ça a été un peu long. Ouais. Ça nous a coûté un petit peu d'argent. Et après ça, on a fait une petite levée de fonds en 2022 pour le lancement du produit. Et là, on a récolté à peu près 70 000 €. Je me souviens. 70 000 €. Voilà. Ça nous a coûté. Et le stock n'est pas tout parti. Le stock n'est pas tout parti, mais surtout que là, il n'y a pas grand chose. Ici, on fabrique les commandes, on monte les commandes, donc on a un peu de stock pour faire les commandes, mais on a du stock dans un hangar qui va ici, et on a encore des produits. Et c'est toi qui gères du coup le hangar ou non, c'est une société à qui tu as Non, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère le hangar, et c'est moi qui gère le stock et la logistique, comme je gère aussi le reste. Ouais, t'es vraiment. C'est trop bien. C'est trop bien. Comment tu as eu l'idée du coup de créer déjà à la fois ce jeu et surtout un jeu éducatif pour les enfants et aussi jusqu'à 150 ans? Ouais. Alors, en fait, donc moi j'étais, comme je te le disais tout à l'heure, en BTS Design Produit et en deuxième année, on doit créer un produit du début à la fin, donc qui est notre mémoire. Et j'en avais un peu marre du design dans le produit, en fait, je sais pas, il y avait des valeurs qui ne me correspondaient pas trop dans le design de luxe et puis dans le design un peu du Ikea, si on veut, ça me plaisait pas trop et je cherchais un peu ma voie. Et j'ai découvert le design social, et donc, pour moi, qui dit design social, dit handicap. Et donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose en lien avec le handicap et je vais essayer d'aider les enfants qui ont des déficiences intellectuelles. Sauf que je connaissais absolument aucun enfant qui avait des déficiences intellectuelles et je connaissais très peu en fait ces pathologies-là, notamment par exemple la trisomie 21. Et donc je me suis dit, comme toute personne qui ne connaît pas, je dois avoir beaucoup d'a priori. Donc j'ai intégré un centre médicalisé, donc un CESAD à Toulon, et j'ai passé 1 an, 1 jour par semaine, avec les enfants, les professionnels et les familles pour comprendre comment ils fonctionnaient, quels étaient les besoins et ce que moi je pouvais leur apporter en tant que designer produit, pour aider les enfants, les professionnels et les familles à développer l'autonomie quotidienne tout en étant adaptés à ces enfants-là. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert qu'il n'y avait pas de jeu qui était créé pour être adapté à ces enfants. Donc en fait, ils ont plein de pathologies et de problématiques quotidiennes qui font qu'ils ne peuvent pas jouer à tous les jeux qui existent aujourd'hui. Okay. Et donc j'ai décidé de créer Superco Quotidien dans cette optique-là pour être adapté à tous les enfants, valides ou non. Mmh. Et il y a quoi comme jeu, par exemple, sur lesquels ils ne peuvent pas justement jouer? Mais, ça va vraiment dépendre des pathologies, mais par exemple, tu vois, un enfant autiste, un enfant sur 3 à peu près est non-verbal. Donc par exemple, un enfant non-verbal, il ne peut pas répondre à des questions ouvertes. Okay. Par exemple, le trivial poursuite, c'est pas possible. Okay. C'est un exemple vraiment excessif que je te donne, mais c'est pour te donner une idée que souvent la taille des cartes elle n'est pas assez grande, le plateau il est trop petit ou il n'est pas assez manipulable, ou on va poser des questions qui sont trop inadaptées au niveau cognitif, ou il n'y aura que des questions ouvertes et donc on ne pourra pas les utiliser pour un enfant non-verbal, etc. etc. Ouais. Du coup, il y a une question qui me vient, comment ça se fait qu'il n'y avait aucun jeu qui a été créé pour... Ah bah ça... Personne n'y avait pensé? Non, j'imagine que ça rapporte juste pas assez d'argent. Okay. C'est toujours une question d'argent. Ouais. Mais écoute, apparemment les gens commencent à s'y intéresser, déjà parce que moi je fais ça, donc c'est que moi je m'y intéresse. Et il y a un de nos, c'est pas vraiment nos concurrents, mais un géant des jeux qui a sorti quand même en même temps que nous une gamme de jeux accessible pour les personnes avec des troubles cognitifs. Donc finalement, petit à petit les gens commencent à s'y intéresser, c'est bien. Bah ouais, trop bien. Et du coup, un enfant lambda peut également y jouer. Bien sûr. C'est pour tout le monde. C'est ça. Bah, c'est qu'un enfant valide, un enfant lambda, comme tu dis, ça ne le rendrait pas handicapé, quoi. Ah bah oui. Voilà. Juste que en fait, ce qu'on a ajouté dans le jeu, ça ne gâche en rien l'expérience utilisateur d'un enfant valide. Ouais. Au contraire, même, ça peut même l'aider.
Et en fait, nous, on travaille sur l'autonomie quotidienne à la maison. Donc, en fait, tous les enfants, avec un handicap ou non, ou avec une pathologie ou non, aura un jour besoin de savoir se laver les mains, aller pas faire pipi au lit, savoir comment on s'habille quand il fait froid. Enfin, c'est des notions qu'on apprend à tous les enfants, finalement. Et c'est vrai que, en tant que semi-adulte ou adulte, moi je me rappelle plus comment on apprend justement ça. Et est-ce que du coup ça aide également les parents à... Oui, c'est l'idée. L'idée c'est vraiment de pouvoir proposer un jeu qui soit aussi bien adapté aux particuliers qu'aux professionnels. Donc pour le particulier, donc pour le parent, en fait nous on va proposer une expérience clé en main. Donc c'est souvent des parents, notamment par exemple dans le handicap, qui n'ont pas forcément les clés, qui ne sont pas forcément à l'école, qui ne savent pas par où commencer. Et des fois, et souvent, qui perdent un peu espoir, parce qu'il y a des enfants qui sont difficiles à éduquer, et du coup, l'éducation et les moments où tu apprends des choses du quotidien et de l'autonomie, c'est des moments pas forcément des moments agréables, alors que ça devrait l'être. Donc nous, on a proposé des outils pédagogiques, par exemple, qui sont là vraiment pour accompagner, pour développer chaque question, chaque compétence, pour aller plus loin dans les notions, et vraiment pour repasser un moment de partage. Et pour les professionnels, l'idée c'est de proposer un jeu qui soit vraiment personnalisable et adaptable pour s'adapter au mieux à chaque enfant et à chacun de ses besoins. Que ce soit à l'école ordinaire, au centre aéré, au camping, à l'hôtel, ou dans des classes spécialisées, des structures médico-sociales. Ok, trop bien. Comment, du coup ça fait combien de temps que, avant le lancement, ça faisait combien de temps que tu bossais dessus? On t'a dit un peu le Covid, etc., ça a allongé le processus, mais voilà, explique-nous un peu. Moi ça fait 5 ans maintenant que je fais ça, parce que y a eu le BTS, et après le BTS j'ai dit ok c'est trop bien, je vais faire ça, j'adore. En fait j'ai fait tester le prototype à un enfant du CESAD, et j'étais trop contente de le voir jouer avec le jeu et tout. Donc j'ai dit ok go on y va, donc après le BTS je me suis lancée et là ça va faire 5 ans. Est-ce qu'il était comme ça la première version? Non pas du tout, il était, je l'ai peut-être quelque part, caché là-bas au fond. La première version? Ouais, la toute première version elle est un peu en kit là, mais c'était du bois, on avait fait un découpe laser, qu'on avait contre-collé, machin. Je m'étais fait un peu chier. Et après, on a fabriqué des prototypes après le BTS pour faire vraiment des tests en situation réelle dans les structures avec des professionnels et des particuliers. Et là, on a fabriqué 15 prototypes. On s'est aussi un petit peu fait suer parce que, pareil, on avait fait en bois et en découpe laser, sauf que la découpe laser, il faut que tu reponces toutes les pièces après, parce que du coup, tu as le côté, et du coup, on a dû poncer toutes les pièces à la main. Donc, heureusement, j'ai beaucoup de copains. Et merci à eux de m'avoir vraiment aidé. Mais ça a été un travail. Il y avait toutes les cartes, tu vois, le nombre de cartes qu'il y a. Mais il y en avait autant. Il fallait tout. Et en fait, on les a coupées et on a fait les petits angles ronds là, sur toutes les cartes. C'était énorme. C'était énorme. Tous les soirs. Au ciseau? Non, on a un. J'ai peut-être là. Je vais peut-être me couper. Parce que ça, c'était très. Oui. C'était un petit peu. Aïe. C'est un petit coupe comme ça. Ça coupe les angles. Ok. Tu la mets là-dedans. Tu la mets là-dedans. T'imagines comme c'est long? En fait, tu la mets dedans et après t'appuies dessus. Il est peut-être cassé maintenant. Non, c'est bon, tu vois. Ok. Ouais, ça c'était un vrai. Je me rappelle, on avait ça, je sais pas si c'était avec le primaire ou. Mais c'est pas adapté à en couper autant, je pense. Parce qu'il y a 116 cartes, 116, et il y avait 15 jeux, donc 116 x 15. Et tu pouvais pas corriger en mettre 2 ou 3. Non, c'était hors de question, il fallait que ça soit bien fait. Ouais, c'est. Ok. Du coup, ton entreprise en soi, elle est toute récente, même si ça fait quand même. Elle est récente parce qu'on a déposé la structure en juin 2022. On a fait 2 ans là. Donc en fait, la structure est récente quand même. Oui, malgré le fait que ça passe un peu. Ok. Et du coup, c'est quoi les objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme? Alors à court terme, c'est vraiment le lancement de notre nouveau jeu. Donc là, on a la cagnotte surtout de financement participatif qui sort normalement demain. Sur Ulule. Sur Ulule. Disponible, je crois, jusqu'au 13 juillet. Donc il faut y aller absolument pour nous aider. Donc ça, c'est le très court terme. Et en parallèle, l'idée, c'est vraiment de pouvoir sortir le nouveau jeu avant Noël. Donc nous, avant Noël, ça veut dire en août, grand max septembre. On est assez pressé par le temps.
pour ça que le paiement c'est rapide. Ouais. Et donc là, Noël avec les nouveaux jeux, on a un nouveau produit donc, qui devrait aussi arriver là dans les jours à venir, et un autre produit dont je peux pas parler encore, qui devrait arriver, j'espère, avant Noël, sinon ce sera début d'année 2025. Et après, l'idée c'est de pouvoir continuer chaque année à sortir des nouveaux produits avec à chaque fois des extensions et développer la marque. Donc, l'idée c'est de continuer à se développer et à s'adapter aussi aux besoins et aux retours qu'on en a, parce que là, on a eu des vrais retours sur le fait que les gens attendaient un jeu sur les un peu plus grands, donc sur les 6-9, donc c'est aussi pour ça qu'on s'est attardé sur celui-ci. Et après, l'idée c'est de continuer à se développer en fonction des besoins et des demandes. Pour revenir sur la campagne Ulule, j'ai deux questions. Un, peut-être que certains qui ne connaissent pas, peut-être expliquer ce que c'est. Et deuxièmement, quand les gens vont du coup t'aider en donnant un petit peu d'argent, c'est quoi? Ils reçoivent un jeu après? Comment ça se passe? Alors en fait, donc, la cagnotte Ulule, donc le crowdfunding, c'est un financement participatif, donc on demande de l'aide aux gens pour nous aider à financer la fabrication du jeu, ce qui nous permet d'avoir une fabrication qui est européenne, avec des bons matériaux, voilà, c'est vraiment une vraie aide pour nous, sinon on ne pourrait pas le faire. Et donc en contrepartie, en fait c'est comme des préventes, parce que en achetant en nous donnant des sous, en échange, vous avez un jeu. C'est en fait comme si vous l'aviez acheté, c'est juste que vous allez le recevoir en novembre, quoi. En fait c'est un principe de prévente. Ok. Et du coup c'est avec le Monoprix, si je me souviens bien. Alors en fait tu as plusieurs partenaires, mais c'est des appels à projets. Il faut participer aux appels à projets pour qu'ils parrainent ta campagne, pardon. Et alors Monoprix, je me suis renseignée, mais je suis pas éligible sur l'appel à projet de cette année. Je fais pas partie de la même catégorie, mais c'est pas grave. Pourquoi c'est quoi les catégories? Ils font sur tous les rayons, sauf le rayon des jeux. Donc dommage. Super. C'est quoi les grands défis qu'on a quand on veut créer un jeu? Alors, il y en a 1000. Et alors j'imagine que ça dépend de qui, parce que par exemple moi j'en ai rencontré 1 million, peut-être que quelqu'un qui s'y connaît en rencontre moins, parce que moi je ne m'y connaissais pas en fait. Donc on l'a dit, je suis designer produit, je ne suis pas éditeur de jeu, et dans le métier de l'édition, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 23 métiers différents. Donc c'est énorme. Et en fait je suis aucun des 23. Donc c'est un peu long. Et voilà, après c'est des grands défis pour moi, et j'imagine comme tous les entrepreneurs, c'est que t'es autodidacte, donc t'apprends tout sur le tas, au quotidien. Tous les jours tu découvres qu'il y a une nouvelle réglementation ou un truc qu'il fallait faire depuis le début que t'as jamais fait. Sur la boîte, là récemment, on savait pas qu'il fallait mettre ça, ce logo. Voilà, tu le fais 2 ans après, c'est pas grave. Donc tout est un défi, tout au quotidien. Mais vraiment, le plus dur, je pense que c'était au début. Et en fait, ce qui était dur pour moi, c'est que je savais que je ne savais rien. En fait, je savais qu'il me manquait des cases et je savais même pas par où commencer. Parce que je ne savais pas ce que je ne savais pas. C'est horrible. Alors que là, aujourd'hui, c'est un défi au quotidien parce que j'ai 1000 choses à faire, mais au moins je sais où je vais, je sais ce que je dois faire, je sais par où commencer, je sais prioriser. Et au début, t'es là, ok, je vais faire un jeu, mais je fais quoi? Je fais quoi? Je fais comment? Je m'adresse à qui? Comment ça fonctionne? C'est quoi les réglementations? C'est quoi les labels? C'est quoi les obligations? À qui tu le vends? Comment ça marche? C'est le tourbillon de l'inconnu. Parce que même, entre guillemets, l'aspect créatif où tu crées le jeu, c'est peut-être la partie la plus facile. Finalement, pour moi, c'était la partie la plus facile. Alors c'était hyper compliqué parce que, comme on l'a dit au début, j'avais quand même besoin de cette approbation derrière. Il y a eu Vraiment, j'ai mis 2 ans à écrire les questions, à valider les questions, à faire les outils pédagogiques, à les revalider. Ça a été un travail très 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 long et laborieux et minutieux. Mais au moins, c'était la partie créative, quoi. Donc il me fallait, entre guillemets, qu'imaginer. Alors qu'après, tout le reste, c'était la découverte, quoi. Et justement, comment t'as fait, puisque tu t'as dit que c'était fou, quoi. Et comment du coup t'as poussé un peu le brouillard et tu t'es dit bon, ça je fais en premier, ça je fais en deuxième, ça je fais en troisième? Alors c'était pas aussi carré, c'est pas passé aussi carré. Ça a été un peu compliqué, mais petit à petit j'ai marché dans le brouillard, quoi. J'ai marché dans le brouillard et j'ai tapé les coins des meubles et j'ai vu il y a ça.
Et après, bon, j'ai aussi passé beaucoup de coups de fil, je me suis rapprochée des personnes qui savaient. Et j'ai testé au culot, et j'ai appelé des éditeurs, j'ai appelé des fabricants. Et voilà, j'étais sur des salons, j'ai posé des questions. Et franchement, je suis tombée sur vraiment beaucoup de personnes très bienveillantes qui m'ont vraiment beaucoup accompagnée, vraiment beaucoup aidée. Bon, ça n'a pas empêché de tomber sur des personnes pas forcément tout à fait honnêtes à chaque fois, mais par contre, j'ai été vraiment bien accompagnée. Et après, voilà, j'ai fait des veilles au quotidien, j'ai continué à me renseigner, à me former. Ok. La question enfin pas la question, mais les personnes malveillantes, on y reviendra peut-être après, parce que c'est super intéressant de savoir, parce qu'il y a des gens, voilà, comme les mentors, toi t'es à Pépite, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, etc. Mais qu'il y a aussi des gens qui peut-être ont voulu profiter, ou je sais pas, tu nous expliqueras, mais... Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon, entre guillemets, un bon équipement ou un bon jeu de société tout court? Alors, je sais pas si j'ai le droit de répondre parce que je me sens pas encore vraiment éligible à répondre, d'autant que en réalité, moi je suis pas vraiment dans le jeu de société classique parce qu'on est sur un jeu éducatif et il y a une vraie différence à faire entre les deux parce qu'on n'est pas du tout sur le jeu ludique. C'est pas divertissement, quoi. Ouais, c'est pas divertissement, c'est vraiment un outil pédagogique qui est un jeu parce que c'est quand même ludique, mais c'est vrai, il y a vraiment cet aspect éducatif qui prend 50% du jeu. Et donc j'ai oublié la question. Ah oui, quels sont les trucs qui font qu'il faut faire un bon jeu? Ouais, voilà, c'est ça. Alors en fait, c'est un peu compliqué, ça dépend vraiment des jeux. Encore une fois, moi je suis dans le jeu éducatif, donc c'est un peu différent. Mais souvent on dit que c'est la technique de jeu. Donc par exemple, moi je suis restée assez basique, on est sur une technique de jeu de loi. Globalement, tu avances ton pion en fonction. Moi j'ai pas de dés, mais c'est en fonction d'un chiffre quand tu réponds correctement à la question. Donc je n'ai rien inventé en termes de technique de jeu, mais tu as des gens qui excellent dans l'invention, la création de systèmes de gaming en fait. Et c'est peut-être pas ça du tout le terme, je suis désolée pour les fans de jeu, je connais pas bien tous les termes, c'est pas vraiment mon domaine. Mais voilà, donc il y a des gens qui inventent vraiment des techniques de jeu. Et par exemple les escape games, tu vois, des trucs comme ça, c'est nouveau en fait, les gens ils inventent des trucs comme ça. Et après t'as des plateaux où t'as des cartes spécifiques, enfin bon voilà. Et après t'as le fond, t'as les cartes, t'as les questions, t'as l'univers, sur l'univers ça fait énormément. Donc voilà, nous on a décidé de partir sur des super-héros du quotidien. Parce qu'on travaille avec des enfants, donc c'est plus sympa. Et après, nous, le thème, il est vraiment lié à ce qu'on veut faire travailler. On travaille sur l'autonomie quotidienne, donc le quotidienne. Donc les thèmes, ils sont en lien avec l'autonomie quotidienne. Mais voilà. Après, encore une fois, c'est pas vraiment mon domaine. Moi, je travaille plus sur l'aspect pédagogique que sur la technique de jeu. Donc, je préfère pas m'avancer. Non, mais pas m'attirer les foudres. Pareil, on parlait de réglementation, etc. Est-ce que y a eu pas mal d'obstacles par rapport à la réglementation, par rapport aux lois, par rapport aux enfants déjà? Ouais, alors j'ai pas eu vraiment de problématique, mais par contre ça a été un vrai sujet parce que, enfin si j'ai eu une super problématique, je vais te le dire, c'est hyper drôle. Enfin c'est pas très drôle pour moi, mais c'est quand même, je vais te le partager. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait il y a plein de réglementations que je ne connaissais pas. Enfin, ou alors je connaissais, par exemple, tu vois, on dit sur les jeux, et les jouets, t'as toujours le logo CE. Mais ok, mais comment ça marche en fait? Tu vois, moi je me suis dit, ok, je le veux ce logo, mais comment ça marche? En fait, tu le prends et tu le mets. Voilà. T'as des réglementations quand même, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça me paraissait des montagnes, et en fait, finalement, c'est moins compliqué que ce à quoi je m'attendais. Notamment parce que j'ai travaillé avec une usine, l'usine qui fabrique les jeux, c'est une usine spécialisée dans les jeux de société. Ils sont certifiés, ils sont réglementaires. Avec des encres spécialisées pour les enfants, donc ils peuvent mettre à la bouche, c'est pas toxique. Et eux, ils nous fournissent. En fait, tu as 3 normes. Je risque encore de dire des bêtises, mais c'est EN-Z 71, 72, 73. Ça. Donc, c'est les normes d'inflammabilité, de solidité et de produits chimiques, je crois. Comme ça. Et donc, il faut remplir ces codes-là pour être carré sur ton produit. Et donc, l'anecdote super marrante que je te révèle aujourd'hui, c'est que j'ai imprimé, donc j'ai fait fabriquer 3000 exemplaires de jeux, donc c'est quand même beaucoup. Conséquent. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon logo interdit aux moins de 3 ans,
Parce que du coup, c'est ça aussi dans les réglementations, c'est que par exemple, si tu fais un jeu pour les enfants de moins de 3 ans, il faut une réglementation supplémentaire. Ce que je n'ai pas, donc je suis à partir de 3 ans. Parce que le fond de mon jeu est lié à l'âge développemental d'un enfant à partir de 3 ans. Et dans le logo interdit aux moins de 3 ans, il y a une faute d'orthographe. Mais kata, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, là, on a été vraiment embêtés parce que s'il y a eu un souci, par exemple avec un enfant, on aurait pu nous attaquer parce que le truc n'était pas aux normes. Quoi. Donc, après, c'est tiré par les cheveux et tu sais jamais ce qui peut se passer, mais on sait jamais. Donc, on a dû faire imprimer 3000 étiquettes et on a tout recollé. Tout recollé. Ok. Ouais, c'est bon. Voilà. Mais bon, voilà, c'est l'anecdote du jour. Du coup, tu as de l'expérience forcément dans le design. Oui. Dans le design uniquement de produits ou le design. Alors, on ne peut pas dire que j'ai vraiment de l'expérience parce qu'en réalité, j'ai fait à l'époque, maintenant ça se passe plus comme ça, mais moi c'était une mise à niveau en art appliqué. Donc, tu faisais en gros un peu de design produit, un peu de design graphique, un peu de design d'espace. Et après, tu choisissais un des trois et tu faisais ton BTS dessus. Maintenant, ils ont enlevé le BTS 2 ans après moi, 3 ans après moi, et maintenant ça s'appelle un DayMade. Un DayMade, en gros, et c'est 3 ans, c'est une licence. Et donc tu te spécialises, bon, je connais pas très bien le truc, je l'ai pas fait du coup, mais tu te spécialises un peu plus différemment. Enfin, voilà. Donc, en mise à niveau en art appliqué, j'ai fait un peu de design d'espace, un peu de design produit, un peu de design graphique. Et après, je me suis spécialisée en design produit, mais en réalité, j'ai jamais pratiqué. Après ça. Vu que tu es directement sorti, tu t'es focus sur ton projet. Donc en fait, je suis un peu spécialiste de rien, quoi. Moi, je suis spécialiste du jeu. Enfin, okay. Bien en tout cas. C'est déjà pas mal. Ok. Et du coup, comment tu as intégré l'innovation, le design, tout ça dans ce jeu-là? Eh bien, c'est vraiment, je pense, sur cet aspect inclusif que j'ai pu travailler là-dessus. Parce que, voilà, pour moi, le design produit, c'est vraiment le lien entre l'utile, l'usuel et le beau. Enfin, en tout cas, l'agréable. Voilà. Et donc, j'ai fait un, entre guillemets, savant mélange de tout ça pour rendre le jeu agréable et donner l'envie de l'utiliser, sachant que même les couleurs ont été travaillées pour cet esprit inclusif. Et la forme a été travaillée pour cet esprit inclusif. Donc, la forme de quoi? Toute la forme du plateau, le fait que ça soit un puzzle, le fait que les pièces soient pluguées, le fait qu'il n'y ait pas de vert et pas de rouge sur le plateau par exemple, la taille des cartes, donc tu vois tout cet aspect ergonomique, voilà. Donc tout ça, ça a été vraiment travaillé, donc je pense que en effet les connaissances que j'avais en design produit, elles m'ont vraiment aidé là-dessus, que ce soit sur le cycle d'usage, C'est peut-être une question belle, mais pourquoi du coup pas le vert et le rouge? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, par exemple, avec des troubles autistiques, qui assimilent le vert en gros oui et le rouge en gros non. Donc, voilà. Et du coup, ça peut altérer leur expérience. Ça peut être agressif, par exemple, le rouge. Et il y a des enfants, ça m'est arrivé une fois avec un enfant, quand on avait à l'époque le proto. J'avais fait des tests justement pour les couleurs et la pièce qui était rouge, il voulait pas y aller. Donc ça peut être, c'est vraiment très sensoriel après tout ça, tu vois, donc il y a eu ce travail là aussi qui a été fait. Parce que de base, oui, t'avais on avait travaillé avec ces couleurs là et donc on les a retirées. On est sur des couleurs plus pastel et plus apaisantes. De toute façon après on fera une petite vidéo qui présente le jeu dans sa globalité. Du coup, comment ça se passe ta chaîne de production? Comment, du début, où toi, je sais pas moi, t'envoies un prototype ou quoi, ça te revient, comment ça se passe? Alors, globalement, comment ça marche? Moi, j'ai l'idée du nouveau jeu. Je travaille sur le fond, donc sur les questions, parce que moi le plus important en fait dans le jeu c'est les questions. Donc je travaille sur les questions, je fais un premier jet, après je travaille avec mon conseil scientifique, avec les partenaires. Donc notamment là je travaille avec un hôpital de jour qui accueille des enfants, donc, avec qui je passe, là j'ai passé 1 heure par exemple pour reprendre les questions avec eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, gérer les tournures de phrases, le fond, quelles notions il faut aborder, quels sont les sujets importants et impactants pour ces jeunes de cet âge-là, etc. Ensuite, je retravaille les questions. Après, je revois une autre personne, etc. Après, il y a un vrai travail sur le fond et sur les outils pédagogiques. Après, il y a un travail d'équilibre sur le fond. Donc, par exemple, combien on met de cases
en fonction du nombre de cases, la partie elle va durer X ou Y minutes. Donc il faut s'adapter aussi en fonction de l'âge de l'enfant. Plutôt en concentration. Exactement. Ouais. Et ensuite il faut donc faire le maxi calcul de nous sur les cartes, on n'a pas de dés, donc on avance d'une case, de 2 cases ou de 3 cases. Donc en moyenne, comme on a X cartes de 1 case, X cartes de 2 cases, X cartes de 3 cases, et qu'on a X cases, combien ça fait de temps de jeu. Et après tu rééquilibres pour avoir le bon temps de jeu. Ouais. Tu vois, un peu, je vais faire un peu des maths, j'ai fait un bac pré, et donc voilà, il y a cet aspect-là. Donc là on est plus sur l'aspect du système de jeu, tu vois, dont on parlait tout à l'heure. C'est pas non plus incroyable. Voilà, il y a tout ça, il y a ce système de puzzle aussi, ouais, tout à fait. Et ensuite, une fois que moi j'ai fait déjà ça, je travaille avec une illustratrice qui crée les questions, les illustrations, pas les questions, pardon, les illustrations, en fonction des questions. Donc sur chaque question, il faut que je lui dise ce que je veux comme illustration, parce que les illustrations, elles sont nécessaires pour la question. Donc, sur chaque question, ouais. Donc il faut vraiment à chaque fois travailler sur l'illustration. Ah ouais, là la porte, là. Voilà. Ok, ouais. Et donc après il y a ce travail-là d'illustration qui est fait. Souvent on travaille beaucoup ensemble pour retravailler aussi les questions en fonction de l'illustration. Il y a des choses qui peuvent être vraiment hyper intéressantes grâce à l'illustration, notamment par exemple sur de l'analyse d'image. Voilà. Et ensuite, on a tout le travail de graphisme pour garder une identité graphique avec notre image de marque, avec la société, avec notre maison d'édition Genot. Et après, ça va en production. Donc là, ça part en production. La première fois, on a travaillé avec une usine en Pologne. Là, pour le second jeu, on n'est pas encore fixé, mais ça restera en Europe. Donc ça part en production. Et nous, on a fait le choix de faire fabriquer tout ensemble, tout au même endroit. Donc, tout est fait ensemble. Ils nous montent et quand ils nous livrent, on a déjà le jeu qui est tout fait. On a besoin. Voilà, on n'a rien à faire, on a le jeu, on reçoit le jeu comme il est. Et voilà. Et après, il y a tout le travail du commercial derrière pour le vendre. Ok. Et tu vois, la plus grosse partie quand même, en tout cas pour moi, c'est vraiment la création du fond. Ok. Et bah là, on change complètement de sujet. On sort un peu du jeu, mais c'est quoi ta journée type de travail soit en tant que chef d'entreprise, soit... J'ai pas vraiment de journée type parce que je suis quand même... ça va vraiment dépendre de plein de sujets, de plein de choses. Par exemple, déjà, en fonction de la saison, moi je travaille, j'ai beaucoup de ventes plutôt période de Noël. Donc en période de Noël, je vais mettre beaucoup plus d'énergie et de temps dans la production des commandes, par exemple, dans l'expédition, donc la logistique, le stock, la gestion. Et par exemple, à cette période, qui est un peu une période un peu plus calme, notamment juillet-août, qui est une période assez très calme, là on va être plus sur la création et la réorganisation de l'année d'après, de l'année suivante, de notre infrastructure, etc. Donc voilà, donc une journée type pour répondre à ta question. Voilà, ça dépend des urgences du moment. Là, en ce moment, ma journée type, c'est de la prospection pendant 3 heures. Et après, ça va être la gestion du quotidien. Donc, tu as des demandes de devis, tu as des relances, tu as les 25 mails qu'il faut traiter, parce que dedans, tu as des devis pour les fabricants, par exemple. Et en parallèle, là, ce matin, j'avais un rendez-vous avec une personne du conseil scientifique pour travailler les questions. Et cet après-midi, j'avais un rendez-vous pour présenter le jeu en visio à une ludothèque. Donc, voilà. C'est toujours... il y a plein de choses différentes. Ok. Et pareil, du coup, tu parlais de prospection. Comment tu prospectes en physique, en digital? Un peu les deux. On a beaucoup de cibles. Comme je te disais, on travaille aussi bien avec les particuliers que les professionnels. Donc les particuliers, on prospecte beaucoup plus sur les réseaux sociaux et sur les salons. Donc on est présent, on était au Festival international des jeux à Cannes il y a 2 ans. Après on fait des salons un peu plus spécifiques, par exemple on fait le salon de l'autisme. Voilà, il y a plein de salons et les réseaux sociaux. Et après pour les professionnels, on travaille par exemple avec les professionnels en libéral, donc tout ce qui est orthophoniste, psychomotricien, éducateur, etc. Donc là on va sur de la prospection plutôt sur LinkedIn. Donc en leur partageant un petit peu aussi notre travail au quotidien et par message privé. Et voilà, après on va travailler aussi de la prospection avec les structures, donc tout ce qui est structure valide ou médico-sociale. Et là on peut pas vraiment faire du porte-à-porte dans une école, c'est un peu compliqué, donc on est sur mail et appel, mais c'est un peu plus compliqué quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des parents qui te recommandent justement à des écoles, pardon? Oui, ça arrive qu'on nous recommande. Alors après on n'est pas toujours au courant de comment les gens nous connaissent.
Mais par contre, il faut faire des enquêtes, mais bon, là, tu vois, j'ai pas trop de mais par contre, oui, on avait eu un retour qui était sympa d'une nana qui m'avait dit qu'elle nous avait connus parce que c'était à Noël, parce que l'orthophoniste de son fils, elle nous avait mis dans la liste de cadeaux sympas à faire. Okay, et du coup, elle nous a connus comme ça. Donc sympa, c'est la deuxième orthophoniste, elle nous a recommandé. Et... Donc sympa. Trop bien. Du coup, on s'est connus grâce à Pépite, comme on l'a déjà dit. Pépite qui est le réseau d'étudiants entrepreneurs, qui nous donne un statut d'étudiant entrepreneur. Du coup, tu es mentor, toi. Moi, je suis porteur de projet, du coup, toi, tu es mentor. Comment est-ce qu'avant, tu étais pareil, porteuse de projet, et après, tu es devenue mentor Alors, en fait, je ne l'ai pas été, parce que quand... en fait, je ne m'étais pas encore lancée comme, en tant qu'entrepreneur, enfin, en tout cas sur ce sujet-là, quand j'étais étudiante. Donc, je n'ai jamais pu avoir le statut étudiante-entrepreneur, parce que je suis passée tout de suite de étudiante à entrepreneur, sans passer par la case du milieu. Donc je l'ai jamais été, mais je sais plus comment j'ai rencontré le réseau. Je suis présente dans pas mal des autres réseaux aussi. Au réseau Entreprendre par exemple, à Initiative aussi. Ah mais si, je sais, j'ai rencontré Nicolas qui était dans mon jury de Initiative. Voilà. Et du coup c'est comme ça qu'il m'a connue et après il m'a contacté pour que je devienne mentor d'une étudiante l'année dernière. Parce que son projet faisait écho au mien. Bah oui, c'était un jeu de société pareil. Exactement. C'est vraiment un jeu de société, mais c'est dans la sphère éducative et ludique. Et donc j'ai accompagné Laura l'année dernière. Et donc j'étais ravie de pouvoir de nouveau accompagner un étudiant cette année. Ça sera peut-être une prochaine interview d'ailleurs, Laura. Yes, bah ouais, carrément. Super ce qu'a fait Laura. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à être mentor, enfin, à accepter du coup plutôt alors moi, c'est vrai que comme je te disais, j'ai été vachement accompagnée et en fait, ça m'a vraiment beaucoup aidé, notamment au tout début, quand j'ai décidé de me lancer. J'ai eu un mentor business angel accompagnant qui m'a énormément aidé pendant 3 ans et il m'a prêté un bureau et qui m'a donné un peu des sous aussi et qui m'a partagé son expérience. Donc il a été vraiment d'une grande aide et je me dis on m'a donné et c'est à mon tour de donner. Si je peux pas donner autant que ce que lui m'a donné, à ma petite échelle et à mon petit niveau, si je peux partager ce que j'ai appris, ça fera peut-être gagner du temps à quelqu'un d'autre. Carrément. Avant-dernière question de la deuxième partie, après c'est la dernière un peu plus cool. C'est quoi les ajustements que tu as dû faire, je sais pas, par rapport au premier que tu as fait, on t'a fait sûrement des retours, tu as dû en refaire un deuxième, etc. Oui, là, j'en ai 1000, j'ai eu 1000 retours et c'était ça qui était top. Et tant mieux, c'est pour ça que je l'avais fait, les prototypes, quoi, c'est ça. J'en ai plein. Je saurais pas tout te dire, je dois avoir ça quelque part, je garde tout moi. Mais alors au départ, il y avait une flèche au milieu du plateau qu'on a enlevée. Parce que c'était pas assez... non, ça plaisait aux enfants, mais ça leur plaisait trop. Et du coup, ils n'étaient pas concentrés, ils jouaient avec la flèche. Ça, c'était pour travailler l'autodétermination. On avait la flèche. Bon, voilà, il y avait ça, il y avait les couleurs, du coup. Après, on a pu retravailler aussi les questions. On a travaillé aussi la taille, je crois, du plateau pour la motricité. Plus grand, plus petit? Le plateau était un peu plus petit, c'était un peu trop grand. On a changé de matériau aussi parce que lui c'est en bois, donc c'est devenu en carton, pour plein de raisons, notamment parce que c'était lourd et surtout parce que c'était très cher. Donc, on ne voulait pas vendre un jeu aussi cher. Voilà, il y a eu plein d'ajustements et là sur le prochain jeu, il y a encore des nouveaux ajustements parce que du coup on a eu aussi des retours sur le premier jeu. Donc on va réduire la taille de la boîte, on va faire des petites améliorations et toujours en gardant l'esprit du coup. Ok, trop cool. Et du coup, ça serait quoi à terme toutes tes gammes de produits? Alors nous, l'idée c'est vraiment le fil rouge de la maison d'édition Genot, c'est l'inclusion et l'autonomie. Donc ce sera toujours des jeux adaptés et toujours des jeux en lien avec l'autonomie et la capacité un jour à faire seul. Donc la définition de l'autonomie finalement. Et nos différentes gammes, je vais reprendre parce que j'ai du mal à parler. Il y a Genot qui est donc la maison d'édition et Super Co-Quotidien, c'est notre première gamme de jeux. Et donc là, on a sorti Super Co-Quotidien à la maison
à partir de 3 ans. Ouais. Donc ça, c'est dans la gamme Jeuno, c'est les jeux 3 ans. Pour l'instant, il y a Super Co Quotidien à la maison. Là, on va sortir toujours dans la même gamme Super Co Quotidien. On va sortir en ville. Et là, ça sera à partir de 6 ans. Donc ça sera la catégorie à partir de 6. Et après, il y aura une catégorie à partir de 9. Donc là, il y aura déjà 3 catégories. Et dans chaque catégorie, on va proposer les mêmes notions. Donc après, on pourra faire, par exemple, Super Co Quotidien en ville à partir de 3 ans. Donc les notions et les besoins, ils sont différents. Ouais. Mais on aura aussi ces besoins. Okay. Donc l'idée, c'est qu'on ait une gamme avec 3 spécificités en fonction de la tranche d'âge. Et un jour, qui sait, peut-être que quand je me fais tout ça, on sortira une nouvelle gamme, ce que je ne sais pas encore. Pour les ados Par exemple pour les ados, par exemple sur d'autres pathologies aussi, on pourrait aussi être inclusif sur d'autres pathologies. Aujourd'hui, on est inclusif sur les déficiences intellectuelles, les troubles cognitifs, les retards d'apprentissage, les troubles 10, les troubles autistiques. Peut-être qu'un jour, on s'adaptera, je ne sais pas, sur le handicap visuel, ça peut être un sujet. On pourrait travailler aussi pour les personnes âgées, enfin, il y a plein de choses à faire. Ouais. Et toujours en travaillant pour tous les enfants, en fait. C'est ça, le sujet, c'est vraiment d'être inclusif. Et pas juste de créer des jeux que pour les enfants avec un handicap intellectuel, ce qui n'aurait aucun sens. Ouais, ouais. Donc, voilà. Oui, il y a plein de choses en fait. Ouais, c'est pour moi. Je sais pas si c'est clair quand je l'explique, mais dans ma tête c'est plutôt clair. Ouais, mais c'est très très J'aurais dû faire un pro. Un slogan d'ailleurs. Oui, on a un slogan, c'est Jeuno, apprendre, s'amuser, grandir. J'en suis très fière, parce que ça n'existait pas, et pourtant ça me paraît être un bon slogan. Ouais, ouais. Donc j'aime bien. Ouais, carrément. Et tu as pensé comment Ben je sais pas, ça m'est venu assez naturellement. Ben, en fait, c'était les notions les plus évidentes de notre travail, c'était l'apprentissage, le ludique et grandir parce que ben, voilà, on devient autonome et on grandit. Donc, c'était assez logique. Mais au début, je me rappelle pas, je dois avoir ça encore une fois quelque part sur des post-it rangés dans un carton où les premiers tests de slogan, c'était pas apprendre, s'amuser, grandir au départ. C'était, je sais plus, apprendre, jouer et rire, des trucs comme ça, on avait fait plein de tests. Et au final, apprendre, s'amuser, grandir, c'était une évidence. Ouais, t'as su direct. D'ailleurs, on cherche des enfants pour faire des enregistrements vocaux, pour faire le jingle, si quelqu'un a des enfants qui veulent faire des jingles. Je fais les pubs en même temps. Ben, c'est le but, c'est le but. La compagnie Ulule. Surtout la campagne. Jusqu'au 12 juillet. 13 juillet, je crois. Non, du coup, merci beaucoup déjà pour ces 2 parties qui ont, je pense, j'espère, et c'est le but, peut-être que ça va inciter les gens à créer un jeu. Avec plaisir. Ton expérience et tout, c'est génial et c'est pour ça que je le fais. Du coup, on va partir sur cette dernière partie.